Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ça faisait longtemps que j'avais pas fait du true crime. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une affaire dont je trouve qu'on parle pas beaucoup dans le monde du true crime français. Et pourtant c'est une affaire qui est grave importante. J'ai beaucoup d'empathie pour la victime dont on va parler. Et en plus c'est une affaire qui est pas loin de chez moi puisque l'affaire dont on va parler aujourd'hui, elle se produit dans une ville près de Reims, à Châlons-en-Champagne. Enfin c'est de là d'où est originaire la victime, mais sinon ça se passe également à Angoulême. De toute façon je vais tout vous expliquer. Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de true crime, pour une enquête criminelle. Voilà, c'est parti pour la vidéo. N'oublie pas de liker pour m'encourager, surtout si tu aimes le contenu true crime, parce que c'est un peu nouveau sur ma chaîne et je sais pas si ça vous plaît et vous en voulez plus ou pas tout simplement. Mets-moi un petit commentaire pour réagir à l'affaire ou pour discuter avec moi. Abonne-toi à ma chaîne, mets la cloche pour ne rien louper. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux parce que c'est là où je vous pose des questions. Par exemple là je vous ai demandé sur Insta si vous préfériez une affaire française ou une autre affaire. Et finalement je me suis dit que je faisais pas assez d'affaires françaises et je crois que c'est ma première affaire française, donc let's go. Et je voulais en faire une dont on ne parle pas beaucoup parce que c'est vrai que l'affaire du petit Grégory, etc. c'est des affaires dont on entend beaucoup parler, donc je voulais en faire des moins connues. Aujourd'hui on va parler de Karima Benelal qui est née en 1967 au Maroc. Elle vient à l'âge de 4 ans avec sa famille vivre en France, mais malheureusement dans son adolescence elle va perdre sa mère. Karima c'est une femme qui a une vie totalement normale, elle boit pas, elle fume pas, elle a jamais eu de problème avec la justice et au-delà de ça elle est très indépendante, elle fait sa vie puisqu'elle quitte son domicile familial à Châlons-en-Champagne pour s'installer à Angoulême. Elle s'installe à Soyaux et devient aide documentaliste dans un lycée. Karima, elle est assez proche de son frère Mohamed et elle l'appelle environ 2 fois par semaine. Mohamed, vu qu'elle est à Angoulême et qu'elle est plus à Châlons, il la voit moins, donc au moins il sait qu'elle a envie et qu'elle va bien. Un jour, Mohamed se rend compte qu'il n'a plus de nouvelles de Karima, alors qu'il lui parlait 2 fois par semaine au minimum. Et il va recevoir un appel d'une collègue à Karima qui dit que elle a disparu, elle ne vient plus au travail. Il va s'inquiéter et il va directement aller au commissariat de Châlons-en-Champagne où on va lui dire écoutez monsieur, elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut, ça se trouve elle avait juste envie de disparaître ou de partir, qui sait, enfin voilà, là on peut pas s'inquiéter. Lui il va trouver ça tellement bizarre, c'est tellement pas du genre à Karima en fait de disparaître, donc il va venir tous les mois, 1 fois par mois, 2 fois par mois, il va vraiment pousser à bout pour qu'on commence à chercher Karima. Pour faire bouger les choses, Mohamed n'a pas d'autre choix que de prendre un avocat. Donc ils vont prendre un avocat, Maître Chemla, et ils décident de faire un courrier au procureur de la République. Ça n'a pas servi à rien puisqu'en 2007, soit 2 ans après la disparition de Karima, une enquête va être enfin ouverte. Bon, au moins on a eu une enquête, mais 2 ans après c'est un peu tard je trouve. En tout cas il y a une enquête qui est faite et on va s'intéresser à l'histoire de Karima et on va s'intéresser à sa vie. Elle avait une vie d'apparence normale mais il fallait qu'on en sache plus. En s'intéressant à la vie de Karima, on découvre un homme, Karbal Dandouni. Alors Karbal Dandouni c'est un homme que Karima va rencontrer et elle va directement s'accrocher à lui. D'après ses proches, Karbal c'est quelqu'un de très charmant, de très beau. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, je reprends les termes de ses sœurs. C'est quelqu'un de très jovial, dès qu'il rentre dans une pièce il fait rire tout le monde. Enfin c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui plaît surtout et il a plu à Karima qui tombe rapidement amoureuse. Mais du côté de la famille de Karima ça passe pas parce que Karbal il a pas les papiers français, c'est un Marocain. Pour eux c'est pas vraiment un amour sincère. Pour eux Karbal cherche à se marier avec Karima pour avoir les papiers. D'après la famille Karima c'est vraiment un mariage gris. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un mariage gris, c'est un mariage qui est fait dans le but de tirer profit du mariage. Par exemple si quelqu'un veut les papiers français par exemple et qu'il va charmer quelqu'un qui a les papiers français pour avoir ses papiers français et se marier, on va appeler ça un mariage gris. Mais si les 2 époux sont d'accord et si les 2 époux tirent parti du mariage, on appelle ça un mariage blanc. Malgré le désaccord de la famille de Karima quant à son union avec Karbal, elle décide quand même de continuer sa relation avec lui et d'aller jusqu'au mariage parce qu'elle l'aime et elle est sûre que c'est le bon malgré ce que sa famille pense. Elle veut rester avec lui jusqu'à la fin. Ils se marient en 98 et d'apparence ils forment un beau couple, ils sont jeunes, ils sont beaux, tout va bien. Faut savoir que Karbal il a une forte personnalité, un fort caractère. Il aime pas qu'on lui dise non, c'est un petit peu le petit prince de sa famille puisqu'il n'y a pas vraiment d'hommes dans sa famille, il n'y a que des filles. Donc il a été élevé par des femmes et c'est le petit prince. Il a vraiment une personnalité forte et Karima elle se soumet un petit peu à lui. Après le mariage, la famille de Karima va rendre visite à Karbal et Karima et ça va super mal se passer. Ils vont se disputer totalement avec Karbal et malheureusement suite à ça Karima va un petit peu s'éloigner de sa famille. Mais malgré ce que dit la famille de Karima, d'après la famille de Karbal, Karbal était vraiment amoureux de Karima et que c'était pas du tout un mariage par intérêt. Malgré tout, après ça, Karima elle va rendre visite encore une fois à son frère Mohamed et cette fois elle va tout lui avouer, elle va lui montrer ses blessures
et elle va lui montrer des certificats médicaux. Hématome orbitaire gauche, douleur à l'épaule, œdème et ecchymose. Ces violences ont mené à des jours d'ITT. D'ailleurs, un jour il a été tellement loin qu'il lui a mis un coup de tournevis qui a transpercé son poumon. Mais malgré tout, d'après les sœurs de Kerbal, c'est Karima qui était folle et Kerbal n'était pas du tout un homme violent. En tout cas, Mohamed, le frère de Karima, lui dit écoute, tu ne vas pas y retourner, tu vas rester avec moi, il faut que tu arrêtes, il va finir par te tuer. Karima, elle est vraiment sous l'emprise de Kerbal et il suffit simplement d'un appel de la part de Kerbal pour que Karima prenne le train et retourne voir son bourreau clairement. Une fois qu'elle rentre à Angoulême, elle va voir la famille de Kerbal avec des blessures visibles et quand on lui demande ce qu'elle a, elle va dire oh, je suis tombée dans les escaliers, je me suis fait mal sans faire exprès. Elle va pas dénoncer Kerbal et ce qui en rajoute vraiment au malheur de son mariage, c'est qu'en fait Karima, elle ne parvient pas à avoir des enfants. Elle adore les enfants, elle s'occupe de tous les enfants de sa famille. C'est vraiment quelqu'un qui est destiné à être maman et donc c'est une souffrance pour elle et Kerbal aussi lui veut devenir père. Donc il se met à la tromper et à aller voir ailleurs et Karima, elle le sait, elle est au courant. En 2002, il part au Maroc lors d'un séjour chez sa famille et il va rencontrer une fille, une femme, c'est une amie de la famille. Elle s'appelle Rabia. Même si il est déjà marié à Karima, Kerbal, qui est déjà une personne détestable, le devient encore plus puisqu'il fait quand même la cour à Rabia et ils disent tous les deux tomber amoureux. Alors lors de ce séjour, ils se marient religieusement, ils font un halal et ils auront ensuite 2 enfants. Karima finit par la prendre et là comme vous vous en doutez c'est destructeur pour elle parce que tout simplement Karima elle a toujours voulu avoir des enfants, elle a toujours aimé Kerbal et elle voulait lui donner des enfants et elle n'a jamais pu. Donc là de se dire qu'en fait une autre femme lui a donné ce qu'elle n'a jamais pu lui donner, c'est dur pour elle. Donc lorsqu'il rentre ça va pas être un secret, il va pas le cacher, elle va pas le découvrir, il va directement venir et il va dire écoute voilà Karima, j'ai une deuxième femme, elle s'appelle Rabia et tu n'as pas le choix de l'accepter et j'ai des enfants. Comment vous dire qu'elle se sent humiliée? Karima est ferme avec ses proches, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il lui fait, elle ne divorcera pas, c'est son premier amour et ça sera son dernier amour. Faut savoir qu'à ce moment-là de leur mariage, Karima et Kerbal, ils ne vivent plus ensemble. Mais en 2005, il va lui faire une proposition super étrange, il va lui dire écoute, je sais que tu as toujours voulu avoir un enfant, alors je vais t'offrir la chance d'être maman, puisque tu n'y arrives pas naturellement. Il va lui dire viens avec moi au Maroc, j'ai un fils de 3 mois, donc c'est mon deuxième fils, tu vas l'adopter, tu vas le prendre et tu vas être sa mère, on va le ramener en France. Et même si c'est bizarre, Karima à ce moment-là, tellement elle veut être mère et elle veut vivre ça et elle aime Kerbal, elle va accepter. Donc elle va aller acheter plein de cadeaux, plein de matériel pour le nouveau-né. Mais il faut savoir que Rabia, elle accepte pas ça. Elle est pas du tout contente quand elle entend ça. Elle est ferme, elle se dit Karima n'aura pas mon enfant, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas ma cousine, ce n'est personne pour moi, Karima n'aura pas cet enfant. Pourquoi Kerbal l'emmène-t-il au Maroc si sa deuxième femme n'est pas d'accord? C'est étrange. Le 14 juillet 2005, Karima et Kerbal prennent la voiture pour le Maroc. Ils partent direction Tanger. Une fois arrivés à Tanger, ils se séparent et vont chacun de leur côté pour aller visiter leurs familles respectives et ils se retrouvent un mois après pour faire le chemin retour et aller en France. Kerbal dira qu'ils se sont disputés pendant le chemin retour, qu'en fait ils ont pris l'enfant et Karima elle se sert du fait que Kerbal ait ramené l'enfant illégalement pour lui faire du chantage et en gros lui dire de revenir vivre avec elle et de reformer un couple comme avant. Et à ce moment là on se disputait parce qu'elle va d'après lui s'accaparer l'enfant, donc il va la déposer à la gare de Bordeaux et c'est à ce moment là que nous n'aurons plus jamais de nouvelles d'elle. Son téléphone n'a plus jamais été utilisé, sa carte vitale, son compte bancaire, rien n'a bougé depuis ce jour-là. Kerbal est mis en examen le 4 juin 2009 pour homicide volontaire. Et c'est là que la police va découvrir un casier judiciaire bien rempli. Escroquerie, outrage, stup, violence, il aura vraiment fait le tour. Bizarrement, vous allez me dire, une fois que Kerbal est rentré en France avec son fils et que Karima a disparu, et Rabia elle sera arrivée en France aussi, mais par ses propres moyens, d'après lui. Et donc ils ont emménagé ensemble dans un appartement et Kerbal le lendemain de son arrivée en France, il va avoir un comportement très étrange puisqu'il va se rendre dans l'appartement de Karima et il va le vider. Il va prendre des meubles pour meubler son appartement avec Rabia, il va prendre des vêtements, bon il y en a dont il va se débarrasser, il y en a qu'il va garder, il va prendre plein de trucs comme si elle n'allait jamais revenir en fait. Et c'est là qu'on se dit, est-ce qu'il s'est débarrassé de Karima? La France commence à enquêter au Maroc et on demande son bordereau de retour. C'est un document que l'on remplit quand on passe du Maroc à la France. Je vais vous mettre le bordereau à l'écran. Faut savoir que Karima c'est une femme qui a fait des études, qui travaillait quand même dans une bibliothèque d'un lycée en France
Et il y a énormément d'erreurs. Déjà d'après la famille Karima, ce n'est pas son écriture. D'après un expert graphologue, cela a été rempli par 2 personnes. Mais c'est pas Karima qui a écrit. Surtout, comment elle a écrit France? Elle a écrit France F-R-A-N-C-C-D. Pour une femme qui vit en France depuis ses 4 ans, elle en a 38. Une autre erreur, elle a écrit son métier secrétaire. Clairement ça se voit que c'est pas du tout elle qui a rempli le bordereau. Donc là on se dit, est-ce que Karima est vraiment rentrée en France? Un expert graphologue va déterminer que c'est Karbal et Rabia qui ont rempli ce bordereau. Sauf que le policier en charge des scellés, il va faire une erreur et ça va plus être exploitable, donc on va un petit peu laisser tomber cette preuve. Ça va plus trop être une preuve en fait. Sauf que Karbal, sur le chemin du retour, il était pas seul. Il n'y avait pas que Karima, il y avait aussi sa sœur aînée. Et sa sœur aînée, elle va dire que lors du chemin retour, elle aurait vu Karbal jeter un passeport rouge. Alors les passeports marocains sont des passeports verts, les passeports français sont des passeports rouges. Donc il aurait jeté un passeport français à la poubelle lors de son retour en France. Pourquoi? À qui était ce passeport? Rabia, devant la police, va finir par assumer que elle était sur le retour avec Karbal pour rentrer en France et que Karima n'était pas sur le retour, que c'était elle qui avait pris sa place et qui était passée avec son passeport. D'ailleurs les sœurs de Karbal vont rajouter, puisque elles vont finir par décrire Karbal comme quelqu'un de violent, quelqu'un avec qui on pouvait même pas rester dans la même pièce pendant 10 minutes tellement on avait peur qu'il nous agresse ou qu'il nous prenne à partie pour quelque chose. Elles vont vraiment le décrire comme un homme violent. Le 9 décembre s'ouvre le procès de Karbal. D'après lui évidemment il est innocent toujours. Coup de théâtre, arrivé au procès, les sœurs de Karbal vont dire qu'elles ont menti, elles n'ont rien vu. Karbal est un gentilhomme, c'est un bonhomme, il n'aurait jamais pu tuer sa femme Karima dont il était éperdument amoureux. Donc elle change totalement de discours, tout simplement parce que Karbal, d'après elle, a juré sur tout ce qu'il a qu'il n'a pas tué Karima, donc c'est suffisant pour elle. Et Rabia revient sur ses aveux, elle va dire qu'elle n'était pas sur le retour avec Karbal et que c'est la police qui l'a forcée à dire ça, qui l'a forcée à avouer. Malgré tout, même si on n'a pas de corps, d'ailleurs c'est l'une des premières fois en France que sans avoir vraiment de preuves physiques, on condamne quelqu'un à 25 ans de prison puisqu'il a pris 25 ans. Et lorsqu'on lui annonce qu'il a pris 25 ans, il change totalement de visage, le masque tombe puisqu'il devient violent. Il se retourne vers la famille de Karima. Faut savoir que le père de Karima est décédé très peu de temps avant le procès. Ses dernières paroles ont été à propos de Karima puisqu'il n'a jamais su ce qui était arrivé à Karima, il est mort avant. Et donc Karbal se retourne vers la famille de Karima, vers son frère Mohamed, et il lui dit en arabe Allah yarhak boukourtek, c'est-à-dire que Dieu brûle en enfer ta sœur et ton père. Et en fait c'est une expression arabe qu'on dit seulement pour les gens morts. Et c'est à ce moment là que Mohamed se dit en fait Karima est vraiment morte, il l'a vraiment tuée, parce qu'il n'aurait jamais dit ça sinon. Et moi aussi quand j'ai entendu ça je me suis dit mais en fait c'est totalement un aveu. Karbal fait appel, d'après lui il est innocent et la police n'a pas de preuves. Il est sûr que la prochaine fois qu'il passe devant le juge il ressortira innocent, vraiment il en est sûr. Lors de son procès en appel, il dira aux surveillants que c'est la dernière fois qu'il le voit puisqu'il va sortir. Il y a des nouvelles choses qui sortent sur l'affaire entre son premier jugement et son appel. Déjà les sœurs de Karbal vont dépeindre Karima comme une folle. Elle était folle, elle disparaissait pendant 3 mois, puis elle revenait, elle disait qu'elle voyait des esprits, enfin vraiment elles vont la dépeindre comme une totale folle et comme quelqu'un qui avait l'habitude de partir et qu'elle était sûrement partie et que personne ne l'avait tuée. D'ailleurs elles ont dit que Karima parlait de vouloir partir au Canada, donc qu'elle était peut-être partie au Canada sans passeport, sans rien, évidemment parce que comme si c'était facile de partir au Canada sans passeport ni rien. Mais en tout cas voilà, c'est ce que les sœurs d'Andouni racontent. De plus on ressort un petit truc illégal que Karima était en train de faire, enfin un petit projet qui est tombé à l'eau. En gros avec une amie française à elle, elle comptait faire un mariage blanc, c'est-à-dire elle comptait ramener quelqu'un du Maroc en France avec un mariage et elle était censée toucher une petite somme, quelques milliers d'euros. Finalement ça s'est pas fait, mais on sort quand même ça, un truc qui aurait pu faire qu'elle se soit fait tuer. Mais finalement c'est une fausse piste qui mène à rien quoi, c'est juste un petit truc qu'on essaie de gratter. Donc en octobre 2014 et après 4 jours d'audience, Karbal est encore une fois reconnu coupable et a pris 25 ans de réclusion criminelle. Dites-vous que ce mec a organisé
l'assassinat de sa femme pour échanger sa place en France avec une autre femme. Ça me dépasse totalement. Maintenant, qu'est-il réellement arrivé à Karima? On a la réponse 11 ans après. 11 ans après, Kerbal va se confier à un journaliste. Il va dire: oui, c'est vrai, Karima a bien été tuée au Maroc, mais ce n'est pas moi qui l'ai tuée. Et il va affirmer que c'est le frère de Rabia qui l'a tuée. D'après lui, le corps de Karima a été retrouvé le long d'une route secondaire au Maroc. Il y aurait eu des articles dans la presse d'un corps retrouvé mais non identifié. Kerbal dit avouer la vérité 11 ans après pour se libérer de ce poids, mais certains, dont moi, pensent que en fait si Kerbal a dit la vérité 11 ans après, c'est tout simplement pour se venger de Rabia et de la famille de Rabia, car en fait juste avant, enfin vraiment au moment où il avoue que le frère de Rabia l'a aidé à se débarrasser de Karima, il est en énorme dispute avec Rabia, car Rabia a décidé de refaire sa vie avec un autre homme en France. Le frère de Karima, suite à ces aveux là, il va écrire au roi du Maroc, enfin vraiment il va être investi à fond pour faire en sorte que le frère de Rabia soit arrêté et mis en prison tout simplement. Le 5 septembre 2018, le tribunal de Ceuta au Maroc condamne le frère de Rabia à la prison à vie. Il a évité de ça la peine de mort. Après il faut savoir quelque chose, c'est que dans certains pays où il y a la peine de mort comme aux États-Unis ou au Maroc, ça se fait très peu. Il me semble qu'au Maroc on l'a pas fait depuis vraiment des dizaines d'années. Pour que ça se fasse, il faut vraiment que la personne ait fait quelque chose de très grave et très médiatisé, comme Ted Bundy par exemple. Je crois qu'il a pris 3 peines de mort, enfin je sais qu'il en a pris 2, 3 je suis pas sûre, mais en tout cas il avait pris beaucoup de peines de mort, donc lui il a vraiment été exécuté. Mais dans tous les cas, s'il avait pris la peine de mort, il serait certainement mort de vieillesse en prison. En tout cas il a quand même pris prison à vie. Le beau-frère en question de Kerbal s'appelle Bouchaïb Diani, et Bouchaïb Diani il va nous expliquer ce qui est arrivé à Karima, et c'est encore plus atroce que ce que Kerbal a dit, puisqu'il y a un second meurtre lié à cette affaire. Bouchaïb déjà il va mettre un petit peu Rabia sous le bus, puisqu'il va dire que c'est Rabia qui voulait absolument venir en France par tous les moyens. Évidemment aujourd'hui elle dit que c'est faux, et Bouchaïb il dit que Kerbal un jour va l'appeler avec un plan pour faire rentrer Rabia en France, c'est-à-dire éliminer Karima. Bouchaïb affirme que Kerbal lui a proposé 60 000 dirhams, soit environ 5 500 €. 30 000 avant le meurtre et 30 000 après le meurtre. Et Bouchaïb dit qu'au début il ne voulait pas commettre ce meurtre, mais que Kerbal l'a menacé. Bon, personnellement j'y crois bof. Après, Kerbal était un personnage assez spécial, donc c'est pas non plus impossible, mais j'y crois bof. Le 5 juillet 2005, Kerbal et le frère de Rabia vont au restaurant avec Karima. Karima qui est très triste à ce moment là, mais qui retrouve un petit peu la joie puisqu'elle vient au Maroc pour adopter un enfant, ce qui était son rêve. Sauf que à la sortie du restaurant, Kerbal lui met un premier coup au bras, puis Bouchaïb un second, avant que Kerbal l'attaque au niveau de la gorge. Il se débarrasse du corps en le brûlant sous un pont près d'une route, et ils vont être surpris par un fermier. Donc ils vont réfléchir toute la nuit, et le lendemain ils vont se dire qu'il faut se débarrasser du fermier. Donc ils vont le tuer également. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Karima. Une énorme pensée à elle. J'ai lu énormément d'articles, j'ai regardé énormément de vidéos par rapport à cette affaire. C'est une affaire qui me touche, que je connais depuis un moment, et vraiment qui me touche de malade. Beaucoup de personnes pensent que Rabia mérite la prison. Après, quand j'ai parlé de l'affaire avec mon copain, il m'a dit oui mais bon, peut-être qu'elle n'était pas au courant. Moi je doute qu'elle n'était pas au courant. Après Dieu seul sait, moi je ne sais pas. Je ne sais pas si Kerbal nous dira la vérité totale un jour. Mais voilà pour l'affaire, c'était quand même une affaire assez lourde, et j'espère que ça vous aura plu, que je vous l'aurai bien expliqué. Si vous avez des conseils, des recommandations ou des affaires que vous voulez que je couvre, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit like pour m'encourager, un petit commentaire, et je vous fais des gros bisous.